Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau leçon, dans un nouveau chapitre. Donc aujourd'hui, on va continuer la lecture des chapitres qu'on a déjà commencé. Donc on est arrivé au chapitre 6. Alors, avant de commencer la lecture de ce chapitre, tout d'abord, on va situer ce passage par rapport à ce qui précède. Donc, pour le situer, on va dire que ce passage se situe juste après le transfert du condamné vers la prison de Bicêtre où il va passer 6 semaines. Bien. Dans ce passage, le narrateur va décider d'écrire le journal de ses souffrances ou bien son journal intime. Alors, donc commençons, chapitre 6. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Donc tout d'abord, je vais m'arrêter sur cette expression. Je me suis dit. Donc lorsqu'on dit je me suis dit, cela veut dire que le narrateur va adresser la parole à lui-même. D'accord? Il va parler à lui-même ou pour lui-même et à haute voix. Donc on appelle ça un monologue intérieur. Donc le narrateur va se parler à lui-même. Bien. Donc, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Donc là, le narrateur pose la question sur l'acte d'écriture. Puisque j'ai le moyen, donc c'est quoi ce moyen? On a déjà parlé des moyens d'écriture que les guichetiers ont donné au narrateur le chapitre précédent. Donc, le matériel pour écrire, de quoi écrire. Donc, l'encrier, la plume, la table et la lampe de nuit. Bien. Donc, puisque j'ai ces moyens, donc puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Pourquoi ne pas écrire? Mais quoi écrire? Donc là, le narrateur va poser la question sur le sujet. Il va écrire quoi? Il doit écrire quoi? Pris entre 4 murailles, de pierre nue et froide, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde, et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Donc là, le narrateur semble douter de l'utilité de l'acte d'écriture. D'accord? Donc par la suite, elle a étalé tous les obstacles qui l'entravent pour accomplir cet acte. Donc tout d'abord, elle a parlé de la liberté. Donc il est privé de sa liberté, pris entre 4 murailles de pierre nues et froides. Donc il est privé de sa liberté. Donc lorsqu'on dit liberté, donc on parle de la liberté physique, ça veut dire que ces pas ne peuvent pas dépasser sa cellule. Donc il est emprisonné, son corps est en prison dans un cachot, comme on a déjà vu au niveau du premier chapitre. Par la suite, la liberté de ses pensées, donc son esprit est aussi emprisonné dans une idée. Donc c'est le premier argument. Par la suite, seul à seul avec une idée, donc là on a la répétition du mot seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Donc là le narrateur fait allusion à son crime et parle de l'idée qui le hante, qui l'obsède, l'idée de la mort. Donc il ne peut pas écrire, il n'a pas d'idée parce que l'idée de la mort l'obsède, le hante. D'accord? Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde, et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaut la peine d'être écrit? Donc ça veut dire que son esprit il est vide, il est flétri, l'esprit ديالو دبل ما بقاش actif, ما بقاش frais. D'accord? Donc il n'a rien dans son esprit qui vaut la peine d'être écrit. Il y a quelque chose dans son esprit qui vaut la peine d'être écrite. D'accord? Donc là, le narrateur parle d'un cerveau détruit.
d'accord, détruit par l'idée de la mort. Donc, il est devenu incapable de produire des idées. Donc, son cerveau est devenu incapable, il est paralysé, il est hanté par une seule idée. Alors, pourquoi non? Donc là, on va basculer vers une nouvelle position du narrateur. Donc cette expression, pourquoi non, montre que le narrateur va prendre une autre position. Il va changer son point de vue vis-à-vis de l'acte d'écriture. Donc, il va essayer de se convaincre par multiples arguments pour écrire son journal intime. Bien. Si tout autour de moi est monotone et décoloré, donc là, le narrateur va se servir de ces mauvaises conditions pour se convaincre. Donc, si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une tragédie, donc c'est une gradation? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, chaque instant? Donc là, on a une anaphore et une gradation, d'accord? Sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche. Donc là, la même chose. Donc le narrateur essaie d'étaler les mauvaises conditions en prison et qui vont lui pousser à écrire. Donc ils vont servir de donc ils vont l'encourager davantage, d'accord? Donc ces conditions vont l'encourager pour accomplir l'acte d'écriture. Donc sous une nouvelle forme toujours plus hideuse. Donc là, on a une comparaison toujours plus hideuse. Donc l'idée de la mort est hideuse, ensanglantée à mesure que le terme approche. Donc à mesure que le délai de son exécution approche, l'idée de la mort se transforme en une idée sanglante, ensanglantée, une idée hideuse. Bien, donc pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu? Donc là, le narrateur veut transmettre ses souffrances en écrit et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà. Certes, la matière est riche. Donc, de quelle matière parle le narrateur? La matière est riche. Donc, cela veut dire que les conditions, donc ces conditions de prisonnier sont multiples, donc ces conditions de souffrance, d'angoisse sont multiples et vont lui servir. Donc c'est une bonne matière pour la traduire en écriture, d'accord? Donc كنقولوا ان عنده ماده غنيه ماده دسمه للكتابه d'accord donc elle a tous les indices tous les éléments qui vont l'aider à écrire. Donc certes la matière est riche et si abrégée que soit ma vie, si rapide, donc si abrégé que soit ma vie, cela veut dire qu'il va mourir rapidement, que le délai d'exécution va venir si rapidement. Donc, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures. Donc là, on a une gradation et aussi une anaphore. Donc la répétition de don. Et aussi les angoisses, les terreurs, les tortures, on change le degré de souffrance là. Donc on a une gradation croissante. Qui la remplir? Donc les tortures qui la rempliront. À cette heure, à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. Donc, sûrement, je vais trouver dans toutes ces mauvaises conditions de quoi user cette plume, de quoi utiliser cette plume et tarir cet encrier. Tarir cet encrier, donc l'encrier, c'est la boîte à encre. البواطه ديال المداد اللي كيهز منها المداد باش يكتب. Donc il va trouver les mots à écrire. Donc, elle va trouver les expressions à écrire pour tarir, donc pour épuiser cet encrier. باش يكمل هذا l'encrier. Alors, d'ailleurs, ces angoisses, donc, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. Donc, le seul moyen
pour se distraire, c'est d'écrire ses angoisses, ses souffrances, d'accord? Donc, son état d'âme, d'accord? Alors, l'écriture, pour lui, c'est un moyen de distraction. Donc, ça veut dire quoi de distraction? D'amusement. Donc, c'est une activité qui divertit. Donc, l'activité, le كترفه عليه على نفسه. D'accord? Donc, il va écrire pour se divertir, باش يرفه على نفسه, pour se distraire. D'accord? Donc, et puis, donc, si on remarque là, on a des articulateurs logiques, donc des liens logiques d'ailleurs, et puis, donc, cela veut dire qu'on a un texte argumentatif, d'accord? Donc là, le narrateur fait une argumentation. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne serait peut-être pas inutile. Donc là, le narrateur parle de l'utilité de son acte d'écriture, donc de ses écrits. Donc, ils vont être utiles. Pourquoi? Donc, on va savoir pourquoi. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Donc, on a une gradation décroissante. D'accord? Donc, heure par heure, minute par minute, supplice. Donc, au lieu de dire seconde par seconde, donc supplice par supplice. Parce que les supplices, les souffrances du condamné, donc, se passent d'une seconde à une autre. D'accord? Donc là, il a remplacé seconde par supplice. Donc, ça revient au même. Donc, c'est une gradation décroissante. Si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer. Donc, c'est quoi le moment où le narrateur lui serait physiquement impossible de continuer? C'est le moment de l'exécution, lorsqu'il va être exécuté et lui serait impossible de continuer l'écriture. Donc, cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible. Donc là, on a deux mots, ou bien deux antonymes. Donc, on a inachevé et complète. Donc, cette histoire nécessairement inachevée, ça veut dire qui n'est pas complétée, d'accord? Mais aussi complète que possible. Donc, bien sûr, elle va être inachevée parce qu'il ne va pas avoir l'occasion de décrire le moment de son exécution, d'accord? Mais il va essayer d'écrire jusqu'au moment où il lui serait impossible d'entamer l'acte d'écriture. Donc غادي يبدا يكتب حتى le moment اللي غادي يهزوه يديوه باش يعدموه. Donc c'est pour cette raison كيقول بأن هاد l'histoire هادي inachevée mais aussi complète que possible. Donc il va essayer de la compléter le maximum possible. Donc cette histoire de quoi? De mes sensations ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? Donc là, le narrateur parle de la théorie de l'exemple. Donc le témoignage du condamné rendra, ou bien le condamné écrit pour donner une leçon à ceux qui condamnent. D'accord? Donc, à travers quoi? À travers les souffrances qu'il va décrire par ses écritures. Donc, ne portera-t-elle point avec elle un profond enseignement? Donc, l'enseignement envers qui? Envers les personnes qui condamnent. N'y aura-t-il point dans ce procès verbal? Donc là, il a remplacé l'écriture par un procès verbal. D'accord? Donc, c'est une métaphore. Donc, il compare les écrits qu'il va faire avec un procès verbal. De la pensée agonisante. Donc, la pensée agonisante, donc on dit l'agonie pour quelqu'un qui ne lui reste rien pour mourir. Donc là, il compare son état avec l'état de quelqu'un qui est en train de s'agoniser. D'accord? Donc, alors, donc, n'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce, donc là on a la répétition de dans cette espèce d'autopsie intellectuelle, donc là
il prénomme ces écritures d'autopsie intellectuelle. D'accord. هاد الكتابات ديالو كيشبههم بتشريح فكري. D'accord. بحال شد الفكر ديالو وبدا كيشرح فيه. D'accord. Là on a une métaphore parce qu'on fait l'autopsie à des cadavres et non pas à l'esprit, par exemple. Donc, d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent. Donc, la même chose. Donc, là, le narrateur, donc, toujours on parle de la théorie de l'exemple. Le narrateur cherche à donner l'exemple à ceux qui condamnent. Donc, lorsqu'on dit ceux qui condamnent, on parle des juges, par exemple, des procureurs du roi, du ministre, du greffier. Donc, toutes les éléments, bien les personnes qui construisent le système judiciaire. Bien. Peut-être cette lecture le rendra-t-elle la main moins légère. Donc, peut-être que lorsque les personnes qui condamnent, lorsqu'ils vont lire les écritures du condamné, leur main va devenir moins légère. Donc, ils vont penser 1000 fois avant de condamner quelqu'un à mort, avant d'exécuter quelqu'un à mort. Donc, son témoignage va rendre leur main moins légère. Donc, la main de ceux qui condamnent va devenir moins légère quand il s'agira d'achever la vie d'un être humain. Donc, peut-être cette lecture le rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelques autres fois de jeter une tête qui pense. Donc, avant de jeter une tête qui pense, donc c'est un argument contre la peine de mort. Donc, on peut condamner des êtres qui pensent, on peut condamner des intelligents qui peuvent être bénéfiques pour la société. D'accord? Donc là, peut-être que ces écritures vont arrêter, vont rendre la main des juges ou bien des personnes qui condamnent moins légère vis-à-vis, par exemple, d'une tête qui pense. Donc là, on a utilisé tête au lieu de dire personne. Donc c'est une synecdoque. Donc on a pris la partie de son corps pour le tout, pour désigner le tout. Donc, c'est une figure de substitution, c'est une synecdoque. Une tête d'homme, dans ce qu'il appelle la balance de la justice. Donc, la balance de la justice, c'est une allégorie. Donc, on a concrétisé une notion abstraite. Donc, peut-être n'ont-ils jamais réfléchi les malheureux. Donc, les malheureux renvoient à qui? Aux personnes qui condamnent, aux juges, aux jurés, aux ministres, aux procureurs. Donc, les malheureux. Donc là, lorsque le narrateur dit les malheureux, donc, il se moque, d'accord? Donc, c'est de l'ironie, donc c'est une antiphrase, d'accord? Donc, à cette lente, donc peut-être ils n'ont jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures qui renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Donc, ils n'ont jamais réfléchi aux souffrances d'un condamné à mort. D'accord? Donc, ils pensent que seulement que un arrêt de mort donc, s'exécute rapidement. Donc, il ne cause pas de souffrance morale pour un condamné. Donc, peut-être ils n'ont jamais pensé, les malheureux, à cette lente succession de tortures qui renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Et sont-ils jamais, donc là on remarque qu'on a plein de questions rhétoriques, d'accord, plein de fausses questions, donc cela traduit quoi? Donc il traduit, ou bien elle accentue l'angoisse et la souffrance, donc ces questions servent à accentuer, à amplifier l'angoisse et la souffrance du condamné et l'indignation du condamné vis-à-vis du système judiciaire ou bien des personnes qui condamnent. Alors, se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'il retranche, il y a une intelligence, donc la même chose, donc on peut exécuter des intelligents, une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort, qui ne s'est point disposée pour la mort? Non.
Donc là, elle va répondre non, il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un coteau triangulaire. Donc les personnes qui condamnent ne voient dans toute l'opération de l'exécution que la chute verticale d'un coteau triangulaire. Donc la chute verticale d'un coteau triangulaire, c'est la définition de la guillotine. Donc c'est la conception de la guillotine. Donc elle est conçue comment? Donc c'est la chute verticale d'un coteau triangulaire. Donc la guillotine, c'est quoi? C'est le fait de faire tomber un coteau triangulaire sur le cou du condamné. Donc c'est une périphrase de la guillotine. Donc c'est la périphrase de la guillotine. Donc là, les personnes qui condamnent ne voient que cela, d'accord? Ne voient que la chute verticale du coteau de la guillotine. Et pensent sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après, d'accord? Donc, il matérialise le condamné, donc il le traite comme une chose, d'accord? Donc, il n'a pas de sentiment, donc comme une personne qui ne ressent rien, donc seulement, donc, on peut retrancher sa tête sans penser à ses sentiments, à ses angoisses, à ses souffrances avant d'être exécuté. Donc, ces feuilles les détremperont. D'accord? Donc, peut-être que ces feuilles vont les détremper. D'accord? Donc, ils vont montrer leur erreur. D'accord? Publiés peut-être un jour, ils arrêteront quelques moments leur esprit et les souffrances de l'esprit. Leur esprit sur les souffrances de l'esprit. Donc peut-être que ces feuilles vont ouvrir les yeux des personnes qui condamnent sur les souffrances de l'esprit d'un condamné à mort. D'accord? Parce que non seulement le corps qui va souffrir, mais aussi l'esprit. Car ce sont celles-là qui ne soupçonnent pas, donc ils ne s'attardent guère à ces souffrances d'esprit, donc ils ne pensent pas à ces souffrances. Et sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Donc les personnes qui condamnent sont triomphants, d'accord? Pourquoi? Donc ils sont fiers de concevoir une machine qui ne fait pas souffrir le corps. Donc, parce que la guillotine est conçue pour tuer si rapidement un condamné à mort. D'accord? Donc, pour trancher sa tête rapidement, donc sans le faire souffrir. Donc, la guillotine تصاوبت بشكل اللي انها ما تاثرش في ان كونداني امور دونك رابيدون كيتقطع عليه راسو صافي كيموت دونك لا لو ناراتور لي كريتيك دونك كريتيك هاد لا كونسيبسيون ديال لا غيوتين باسكو لي بيرسون ou bien qui ont mis en place cette machine n'ont pas pensé aux souffrances morales donc aux souffrances de l'esprit qu'un condamné à mort peut vivre. Donc voilà, de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Donc pour le condamné, la douleur morale est beaucoup plus poignante et beaucoup plus dure que la douleur physique. Aurore répétit des lois faites ainsi. Un jour viendra. Peut-être ses mémoires. Donc les mémoires, ce sont les écritures du condamné. Donc là, il va les surnommer de diverses manières. Donc ces mémoires, dernier confident d'un misérable, y auront-ils contribué? Donc ils vont contribuer à quoi? Peut-être que ces mémoires, un jour, vont contribuer à peut-être 3 points. L'abolition, par exemple, de la peine de mort, l'annulation de la peine capitale. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Donc, peut-être que ces feuilles ne vont pas contribuer à l'abolition de la peine de mort, et elles vont être perdues donc d'une manière ou d'autre.